mais qu'est-ce qu'il fait lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. Le nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Allez, Lucas, aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapluie. C'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau vélo podcast spécial débrief du Tour d'Espagne féminin. La Vuelta Femenina a rendu son verdict avec le tout premier grand tour gagné par la FDJ Suez et le deuxième Tour d'Espagne, la deuxième Vuelta Femenina remportée en 2 ans par Demi Vollering qui a donc conservé son titre mais avec un nouveau maillot. Et pour en parler, eh bien, on accueille forcément, vous en avez l'habitude, à chaque podcast cyclisme féminin, Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Hola Julien. Hola Guillaume, hola à tous. Hola, qu'est-ce que j'ai envie de te dire, tu as apprécié cette Vuelta qui s'est donc déroulée il y a quelques jours du dimanche au samedi. C'était une semaine, j'ai trouvé que les 3 semaines de Vuelta étaient passées super vite. D'ailleurs, tellement vite que ça s'est passé sur 6 jours, sur 7 jours. C'était une Vuelta assez intéressante à suivre, on va en parler, mais avec pas mal d'enseignements à tirer, notamment avec l'explosion de la SD Works, c'est quoi dans différentes équipes. Ouais, parce que finalement on a un podium d'ex et d'actuel SD Works en fait. D'ex SD Works et d'ex nouvelle SD Works avec Anna van der Breggen. Ah oui, c'est ça, parce qu'on rappelle donc la victoire de Demi Vollering qui s'est imposée, non pas devant Van der Breggen, mais devant Marlene Reusser qui a pris la 2e place à Anna van der Breggen lors de la dernière étape, l'arrivée au sommet. Anna van der Breggen 3e, donc sur le podium de cette Vuelta. Ça s'est joué dans la dernière étape. Il y avait de mémoire 2-3 secondes entre les deux hier matin. Il y en a une qui a craqué en ayant fait, on peut dire du n'importe quoi, j'ai l'impression, dans la dernière ascension. Ce qui a profité à Marlene Reusser, qui revient super bien après une année 2024 très compliquée pour elle. Elle a eu une grosse chute ou une grosse blessure, non? Elle s'était cassé la mâchoire, les pommettes et autres sur le Tour des Flandres l'année dernière. C'est ça. Ça s'était infecté, elle a pratiquement plus couru après le Tour du Pays Basque, parce que ça s'était infecté, elle n'arrivait pas à revenir à son meilleur niveau. Il y avait 1 seconde d'écart entre Reusser et Van der Breggen à l'avantage de la néerlandaise avant la dernière étape. On va en parler déjà. L'avis général sur cette Vuelta, c'est que c'était une Vuelta assez animée en début de course, notamment par la météo compliquée qui a un petit peu rendu les scénarios d'étape assez imprévisibles. Et puis au final, on a vu les favorites se disputer la victoire avec un peu cette nouvelle composition du peloton. Et tu l'as dit, l'éclatement de la SD Works et finalement aussi, on peut dire, la montée en puissance de cette équipe FDJ Suez qui, on le voit sur une course par étape, est réellement l'équipe à battre. Au-delà de la victoire individuelle de Demi Vollering, la victoire au classement général par équipe est amplement méritée, parce qu'on les a vus. On a vu la FDJ quasiment présente tout le temps, assumer son nouveau statut de grosse équipe mondiale. L'équipe qui met quand même 3 coureurs dans le top 10, avec Juliette Labou 5e et Evita Music 10e. Ça pèse, c'est une équipe qui pèse. C'est le trident qui avait été annoncé dès le début de saison. Les 3 qui doivent marcher sur les grands tours, on les retrouve aux avant-postes et dans le top 10 du classement général final. Les 3 étaient annoncés sur cette Vuelta. Evita Music était annoncé. Était annoncé en fonction du parcours. Parce qu'on rappelle que le parcours a été donné très tardivement. C'était le dernier tour annoncé, il a été annoncé mi-mars. S'il n'était pas assez montagneux, Evita Music n'aurait pas été convié et allé sur la Vuelta. Je te pose une question avant qu'on débriefe notamment la victoire de Vollering. Est-ce que ça manque pas d'un réel contre-la-montre individuel aujourd'hui, une Vuelta? Alors ça manque d'un réel chrono individuel où... Il y a un contre-la-montre par équipe à la première étape. La première étape, mais bon, ça permet juste... s'il n'y a pas eu d'énormes écarts, or la Visma, l'Isobike qui était désavantagée, on va dire, par un contrôle tardif des vélos de chrono de la Movistar et de Uno X de mémoire. Mais ça manque aussi peut-être d'un petit peu de difficulté dans les montagnes pour peut-être encore plus éclater le classement, quoi. Alors, je te dis ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, quand on voit la structuration du cyclisme féminin, tout est bien fait. Et c'est vrai que dans la structuration du cyclisme féminin, ce qu'ils cherchent, c'est avant tout attirer l'œil du public. Et aujourd'hui, on sait qu'un contre-la-montre, c'est la discipline qui attire le moins finalement le public
à la télé, non pas sur place, parce que sur place, le public peut voir toutes les coureuses et les coureurs passer en permanence, mais devant la télé, c'est vrai que ça attire le moins. Et donc c'est pour ça finalement qu'ils en mettent peu sur le Tour d'Italie. Il me semble que c'est un contre-la-montre qui inaugure l'épreuve, et sur le Tour de France, Il n'y a pas de chrono cette année. il n'y a pas de chrono. Non, et c'est vrai que ça attire énormément. Je vais rebondir sur ce que tu dis. L'année dernière, on était à Rotterdam pour le chrono individuel. Bon, après, c'est les Pays-Bas, certes, mais il y avait du monde partout, de partout, et c'était sur minimum 2 rangées de spectateurs. Donc forcément, ça attire. C'est plus facile peut-être à comprendre un chrono individuel ou par équipe qu'une course en ligne. Et surtout, bah, tu vois les coureurs passer 1 à 1 ou 8 par 8. Alors que sur les courses en ligne, bah, des fois, t'attends 1 heure et tu les vois passer en 10 secondes, quoi. Oui, exactement. Bon, on va voir. En tout cas, la Vuelta a son contre-la-montre par équipe, le Giro a son contre-la-montre individuel, et le Tour Femmes cette année n'aura pas de contre-la-montre. On rappelle des parfums juillet de Bretagne. Fin juillet de Lorient, ouais, en Bretagne. Lorient. Autre terre de vélo. Lorient, oui. Lorient, oui. Ah ouais, Lorient avec direction les Châtel des Portes du Soleil, non, c'est ça la dernière étape? Châtel, les Portes du Soleil, ils vont traverser la France d'ouest en est, d'ouest à quasi sud-est. Le vrai sud-est, c'est à partir d'Avignon. Bon, ça, c'est ta propre interprétation du sud-est, Julien. Bon, en tout cas, ce Tour d'Espagne dominé par les Néerlandaises. Eh ben oui, parce que 6 étapes en ligne, 6 victoires néerlandaises. La Lidl-Trek avait remporté le contre-la-montre par équipe inaugurale. Donc ça a été un peu folklorique, quand même, tu l'as dit, avec les contrôles de vélo qui ont tardé, ce qui a désorganisé certaines équipes au moment de leur départ. Il me semble notamment la Visma Lease the Bike de Pauline Ferrand-Prévot. Et puis, on s'est retrouvé avec, parfois aussi, on voit que le contre-la-montre par équipe n'est pas totalement travaillé. On a vu des équipes coupées en deux à mi-parcours, alors que le contre-la-montre faisait, il me semble, à peine 8 km. Et c'est vrai qu'on a vu cet exercice qui est très particulier et qui avait fait quelques écarts, pas énormément. Et les victoires d'étape, au final, les victoires d'étape avaient quand même 2 victoires donc pour Demi Vollering, 2 victoires pour Marianne Vos, 1 victoire pour Anna van der Breggen et une autre pour Femke Gerritse, la sprinteuse néerlandaise qui pointe le bout de son nez. La sprinteuse néerlandaise qui surtout commence à prendre confiance en elle. C'est sa 2e saison de mémoire, 3e saison chez The Works. 2e. Elle était chez Park Hotel Valkenburg auparavant. Ouais, elle était chez Park Hotel Valkenburg, effectivement. Elle prend confiance parce que il a décroché sa première victoire en début de saison sur le Omloop Hageland. Et puis, elle a une bonne prof, à mon avis, pour le sprint, avec Lorena Wiebes, hein. Et puis, elle a une belle petite pointe de vitesse. Donc, sur un sprint sans les grosses pointures, hein, elle pourra, à mon avis, pour le moment, pas encore rivaliser, mais avec sa leader, avec les Charlotte Cole, avec les Chiara Consoni, elle commence à s'affirmer sur le sprint. Et pour revenir sur quelque chose, tu disais 6 victoires d'étape, 6 maillots rouges néerlandais aussi. Juste Laetitia Paternoster qui l'a emprunté pendant une journée aux Néerlandaises. Elle a juste fait un petit prêt, elle l'a rendu ensuite Paternoster, et donc on parlera notamment de Marianne Vos tout à l'heure, mais voilà, le premier enseignement, c'est quand même la victoire finale de Demi Vollering qui s'impose donc dans cette Volta Femminina 2025. Je le disais en introduction, premier grand tour de l'histoire de la FDJ Suez pour les 20 ans de l'équipe, et puis aussi 2e Volta de suite avec un nouveau maillot pour la néerlandaise Demi Vollering qui, on peut le dire, a quand même remis les pendules à l'heure. Alors je sais pas si tu te souviens ce que je t'avais dit après les Ardennaises. Je t'avais dit avant d'ouvrir le dossier Demi Vollering, je vais attendre la Volta, dans le sens où elle se fait quand même battre 2 fois à la flèche par Puig Pieterse et à Liège-Bastogne-Liège par Kim Lecourt, et on l'attend pour gagner normalement Demi Vollering. Mais là c'est vrai que je me disais j'attends la Volta parce que elle va être quand même sur une semaine de course LCG réel à l'expérience, et on va être dans des parcours plus montagneux qui peuvent plus lui convenir, et c'est ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'elle a perdu cette explosivité dont les coureurs ont besoin sur les Ardennaises. Il lui manque peut-être ce petit gap. Après, il y avait aussi, je ne sais pas si tu as lu l'équipe cette semaine, c'était après la victoire d'étape, la première victoire de Demi Vollering, où Stéphane Delcourt reconnaissait la faute d'avoir voulu courir les Ardennaises classiques comme une course par étape et oui. Pas prendre d'initiative, pas prendre de risques avant le final. C'est peut-être aussi ce qui a manqué dans la stratégie de Demi Vollering. Alors peut-être que Stéphane Delcourt écoute Vélo Podcast, parce que c'est vrai qu'on en a pas mal parlé, et c'était quelque chose qui me sautait aux yeux dans leur manière de courir, où c'est vrai que en fait elle s'était formée en train en permanence. Alors ça avait marché finalement au Strade Bianche, alors même si Evita Music avait pris un coup d'avance à un moment donné dans la course, mais sur ces Ardennaises, je me suis dit, elles sont
déjà au Tour de France, ou peut-être déjà même à la Vuelta. Il y avait Juliette Labous qui avait pris un mouvement à l'Amstel où elle se fait battre pour la victoire. Mais derrière, sur les Bastogne-Liège notamment, il y avait finalement le nombre qui pouvait permettre à la FDJ Suez de tenter quelque chose. On a vu notamment que Élise Chabet était en grande forme, on aurait pu tenter quelque chose avec elle. Et c'est vrai que cet aveu de Stéphane Delcourt, il est super de sa part, et derrière, on a tout de suite voulu corriger cela, en adoptant une posture de grand tour et en jouant avec la force collective. Ouais, c'est exactement ça. Bon, après, la stratégie de courir en équipe sur les classiques, elle fait deux à la Flèche, deux à Liège. Ouais, mais c'est pas la victoire. C'est pas la victoire, mais c'est pas non plus déconnant. Moi, je pense que n'importe quel manager, n'importe quelle équipe prend deuxième place sur les Ardennaises, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui la FDJ Suez 2025 prend cette deuxième place? C'est un travail collectif, c'est ce qu'on dit. C'est des trains, des stratégies qui peuvent marcher chez les hommes, comme on voit chez les UAE ou comme on peut voir parfois avec la Phoenix de Koenig sur les Flandriennes. Chez les femmes, c'est peut-être une stratégie qui peut pas être transposée. Ou alors il faut vraiment attaquer au bon moment et être sûr et certaine pour les femmes de lâcher les adversaires, ce qui n'était pas le cas là forcément, parce qu'il y a toujours eu quelqu'un dans la roue de Demi Vollering aux Ardennaises. On va revenir à la Vuelta. Quand je parlais de remettre les pendules à l'heure, c'était clairement ça, c'était prendre sa revanche. Et on a vu notamment, tu peux nous raconter aussi son interview d'après-course sur la première victoire d'étape, où elle prend le maillot rouge de leader à la 5e étape au sommet des Lagunas de Neila, où elle parle aussi que, et c'est là où je trouve que Demi Vollering a une stature au-delà du vélo, qu'elle a quelqu'un de proche qui est en grande difficulté mentale, notamment, que cette victoire c'était pour elle et pour toutes celles et ceux qui sont en grande difficulté mentale et qui ont du mal parfois à faire avec la charge mentale. Il y a effectivement dans son entourage quelqu'un, on ne sait pas qui, mais de plus en plus, on voit que le problème de la santé mentale revient dans les débats. Alors, Demi Vollering, on en avait parlé dans le débrief des Ardennaises sur le sujet des cycles menstruels chez les femmes. Et là, de plus en plus sur la santé mentale. Tu vois qu'actuellement, l'année dernière, il y a Veronica Ewers qui a dû mettre sa saison en suspens parce qu'elle avait des problèmes de santé mentale aussi. Cette année, tout de suite après le Binda, ça a été l'annoncer elle-même, Fem Van Empel, qui n'est pas une inconnue dans les pelotons, que ce soit sur route et surtout en cyclocross, qui met aussi sa saison, voire même sa carrière en suspens, le temps de régler ses problèmes de santé mentale. C'est un vrai sujet sur lequel il faut se pencher, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Chez les hommes, l'homme a l'ego de ne pas le montrer, ne pas dire qu'ils ont des problèmes de santé mentale. C'est caché, c'est caché dans le sens où quand ils sont au bout du bout, on les met au frais, on dit qu'ils ont une petite blessure et puis ils recourent pas pendant quelques temps. Voilà, alors que chez les femmes, elles le disent clairement, voilà, j'arrête parce que ça va pas, mentalement ça va pas. Et il y a un proverbe dans le vélo qui dit tête facile, jambes faciles. Voilà, si t'as pas la tête, t'as pas forcément les jambes et derrière, tu vas te faire de surentraînement. Parce que tu vas dire, ouais, mais c'est pas normal que j'ai ce niveau-là, alors que le problème vient juste à la base du mental. Après, c'est vrai que Demi Vollering, j'ai peur parfois, et c'est pour ça que j'attendais la Vuelta, après ces 2 défaites sur les Ardennaises, pour en parler peut-être plus en profondeur, mais j'ai l'impression que Demi Vollering parfois se met trop de poids sur elle-même, trop de charge sur elle-même. Elle se met trop de pression parce que elle le dit elle-même, elle veut être la meilleure du monde. Et des fois, s'il y a ce petit grain de sable, ça peut peut-être la faire dérailler mentalement. Elle l'a dit aussi clairement qu'après que pendant le Tour Femme, elle a eu aussi un moment où mentalement, ça n'allait plus du tout. Donc c'est que c'est un sujet important pour elle aussi. Je pense que dans les personnes dont elle parle, qui souffrent de problèmes de santé mentale, elle doit aussi s'inclure dedans. On rappelle aussi que la saison dernière, pour elle, il y avait toute cette pression finalement autour d'elle dans l'équipe SD Works. On va en parler un petit peu parce que il y a le point revanche sur Anna van der Breggen aussi qu'il faut aborder. Juste avant cela, revenir sur ces 2 victoires d'étape à Demi Vollering au sommet, où finalement elle était sans concurrence. On l'a vu remporter en solitaire les 2 victoires au sommet de cette Vuelta. Donc je le disais, à la 5e étape le jeudi au Lagunas de Neila, et puis à l'Alto de Cotobello le samedi lors de la dernière étape pour enfoncer le clou. Ah ouais, c'est plus sur l'étape du jeudi, sur sa victoire du jeudi, qu'elle m'a impressionné. Parce qu'hier, en fait, elle avait un train pour l'emmener jusque la Flamme Rouge, un train SD Works. Sur le Lagunas de Neila, elle s'est vraiment débrouillée toute seule à sortir quand elle en a eu envie. Une fois que Juliette Labous s'est écartée, une fois qu'elle a été lancée, quoi. Que là, elle avait plus qu'à, elle avait limite
Elle aurait pu attaquer aux 200 mètres, la sanction était la même, elle aurait gagné l'étape du samedi. Et avec cette victoire, le samedi la veille de l'arrivée, devant Marlène Reusser pour 11 secondes et sur Anna van der Breggen 25 secondes, c'est le podium final. On va, avant de parler de Marlène Reusser, parler de Anna van der Breggen parce que la victoire de Vollering, c'est une revanche sur Anna van der Breggen qui était sa directrice sportive à la SD Works l'année dernière. Et ce qu'on a su, Julien, quand même, un peu, c'est que ce qui a été très compliqué à gérer pour Demi Vollering, c'est que elle, comment dire, j'allais te dire qu'elle n'était pas conservée par la SD Works. T'es d'accord avec moi? Bah, elle Elle était en fin de contrat, elle n'était pas conservée? elle était en fin de contrat. Il y a eu cette annonce faite avant les Flandriennes, où elle était engagée d'ailleurs. Hein, c'était le jour de Dwarsdorf-Vlaanderen, hein, Oui. que l'annonce a été faite dans les médias qu'elle re-signerait pas chez SD Works. C'était un coup de tonnerre pour tout le monde et pour elle la première certainement. Après, on a su par la suite pourquoi. En fait, ça avait été déjà annoncé en interne, enfin, ça avait déjà été décidé en interne qu'Anna van der Breggen reprenait et que elle n'a pas été informée par Anna van der Breggen directement qu'elle revenait, quoi. Donc ça a créé une petite tension dans l'équipe. C'est ce qui l'aurait poussé à ne pas accepter aussi l'offre de contrat qu'on lui avait faite. Hein. C'était dans les deux parties. Hein. Les deux Oui. ils ne proposaient pas assez par rapport à ce que l'autre équipe pouvait toucher. Et puis il y avait cette petite bisbille du retour d'Anna van der Breggen qui bruissait déjà à l'époque. Et c'est vrai qu'on a cette revanche sur Van der Breggen, notamment sur ça. C'est que cette fin d'histoire avec la SD Works en autre boudin un petit peu, où ça a été compliqué, et derrière Van der Breggen, on va pas dire qu'elle a un peu sacrifié les entraînements avec Demi Vollering, mais elle pensait un peu plus parfois à son retour qu'à faire progresser Vollering, sachant que Vollering allait donc partir en suivant. Voilà, mais alors, ce qui est un peu étrange dans l'histoire Van der Breggen de Vollering, c'est cette histoire de divorce entre guillemets entre les deux. Parce que quand elle est arrivée aussi en provenance de Park Hotel Valkenburg, Demi Vollering a tout de suite été prise en main par Anna van der Breggen. Elle a été adoubée, là, rappelle-toi, Liège-Bastogne-Liège 2021 de mémoire, où c'est elle qui l'emmène, quoi. C'est elle qui fait le boulot pour Vollering pour qu'elle s'impose. Liège-Bastogne avec la victoire de Demi Vollering, oui, devant Annemiek van Vleuten et Isa Longo-Borghini, Kasia Niewiadoma, et Anna van der Breggen qui avait fait le job dans le final et qui termine 5e pour emmener le sprint pour Demi Vollering. Tu vois, il y avait cet adoubement. Ça doit se dire, adoubement. Ouais. Puis après, elle l'a prise sous son aile, celle qui l'entraînait, qui faisait les plans d'entraînement. Après, c'est vrai que on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. Est-ce que Anna van der Breggen a volontairement freiné l'entraînement, la progression de Demi Vollering? Est-ce qu'elle a eu les consignes de la part de Danny Stam, le manager général, de le faire? Ça, je pense qu'on le saura dans quelques années, mais... En tout cas, elles étaient en froid. Ça, ce qu'on peut se dire, c'est qu'elles étaient énormément en froid cet hiver, au départ de Demi Vollering, au retour sur le vélo d'Anna van der Breggen, et elles le sont toujours. Et c'est vrai que Anna van der Breggen, lors de sa reprise en Espagne, a tout de suite été dans la roue de Demi Vollering, que Demi Vollering a voulu mettre un point d'honneur à battre van der Breggen et qu'elle a voulu remettre un point d'honneur à battre son ancienne entraîneur, directrice sportive, lors de cette Vuelta, où on a vu, alors là, je pense que sur la tactique de course Anna van der Breggen, et SD Works, je sais pas si elle se voit trop beau, mais je pense qu'elle se voyait peut-être lâcher les autres, elle emmenait un gros train et au final Demi Vollering a attaqué et puis a fait exploser tout le monde. J'ai vraiment pas compris toute la stratégie parce qu'à partir du moment où elle perd Bredevold, à un moment, faut pas que ce soit elle qui roule, quoi. Surtout qu'au moment où elle commence à embrayer, il y avait encore du monde dans le groupe, il y avait encore de la main-d'œuvre, il y avait encore Trinka Colonel, il y avait encore Kerbaol. À un moment, faut que, surtout que Barkus avait sauté, Kerbaol avait peut-être encore plus intérêt à rouler à ce moment-là. J'avais pas compris parce que, elle serre le moteur toute seule, Van der Breggen, et c'est ce qui lui fait perdre la deuxième place du podium, hein, tout simplement. Et Van der Breggen qui termine donc 3e de cette Vuelta. On va en parler de Marlène Reusser, donc un podium 100% SD Works ex SD Works avec Marlène Reusser. Belle surprise. 2e, la Suissesse qui est la surprise principale quand même de cette Vuelta. On l'attendait pas à pareille fête entre Vollering et Van der Breggen. C'était annoncé qu'elle quittait la SD Works pour prendre le leadership sur les grands tours. De là à l'avoir tout de suite performé. J'allais dire qu'il avait été laissé vacant par la retraite de Van Vleuten, non pas à l'hiver 2024-25, mais à l'hiver 2023-2024.
24. Après, c'était normalement Liane Lippert qui devait reprendre le flambeau. Finalement, Reusser se montre quand même plus forte que Lippert, même si Lippert a fait quelques passages intéressants. On l'a vu quelques fois à l'attaque. Mais c'est vrai que Marlène Reusser, on l'attendait peut-être pas tout de suite prendre le leadership et surtout monter sur le podium d'un grand tour tout de suite, quoi. Et d'ailleurs, je me remets l'œil dessus, mais c'est vrai que Vollering, Reusser, Van der Breggen, c'était déjà le podium dans le même sens, dans le même ordre Valence. que le Tour de la Communauté de Valence, exactement, lors de la course de reprise de Van der Breggen au mois de février. Donc on avait déjà ce podium et cette deuxième place de Marlène Reusser, qui ensuite fait un printemps intéressant, qui est montée en puissance avec une 10e place au Tour des Flandres, une 6e place à Liège-Bastogne-Liège, et donc elle est arrivée dans ce statut de leader de la Movistar en prenant la 2e place sur les 2 arrivées au sommet, donc Lagunas de Neila et à l'Alto de Cotobello, et donc la 2e place au classement général. Finale donc pour Marlène Reusser. On a parlé du podium, Julien, on va passer, mais pour moi, l'une des grandes dames, autre grande dame de cette Vuelta, c'est Marianne Vos. Impressionnante. Marianne Vos, 2 victoires d'étape au sprint encore une fois, et vainqueur du classement par points en finale, inoxydable. Inoxydable et encore même à l'attaque, ne s'est pas contenté de rester dans un train ou dans un peloton à attendre le sprint. Non, elle était encore à l'attaque sur l'étape de vendredi, remportée d'ailleurs par Marianne Vos devant Mischa Bredvold. On l'a vu essayer d'attaquer, de suivre Liane Lippert dans la dernière ascension non répertoriée. Marianne Vos, un vieux briscard qui va chercher aussi les points un peu à la manière d'un Sagan quand il remportait le maillot vert. Elle va aussi chercher les points au cours d'étape. S'il faut aller dans une échappée, elle y va, comme elle avait fait sur le Tour, sur l'étape du Grand Bornand l'année dernière. Là, elle a été aussi, elle a fait impliquer son équipe pour aller chercher des points au cours d'étape pour assurer ce maillot vert final. Donc c'est une grande dame. Alors c'était souligné dans le direct, une grande dame aussi parce que personne n'a pu ne pas voir que elle descend aussi en toute grande dame qu'elle est, elle va chercher les bidons pour les toutes jeunes de son équipe. Et ça, c'est aussi la marque des grandes championnes. On rappellera que Marianne Vos, elle va avoir d'ailleurs, cette semaine, on sort ce podcast, cette semaine, elle va avoir 38 ans. C'est assez impressionnant et elle va claquer 2 victoires d'étape pour la Visma Leasebike, donc sur cette Volta, elle remporte le classement par points. Alors le nombre de victoires professionnelles qu'elle a, 257. 257. Ouais. C'est incroyable. 257 victoires dans une carrière, c'est incroyable. Et Marianne Vos sera au départ du Giro et du Tour de France avec pourquoi pas la possibilité de remporter les 3 classements par points en une saison, chose qu'elle avait, je regarde, elle avait pas fait l'année dernière, puisqu'elle avait pas fait le Tour d'Italie l'année dernière, Marianne Vos. Est-ce qu'elle l'a fait dans le passé? Je crois pas. Non, enfin, je te confirme, elle l'a pas fait. Cette forme-là, non. Non. Elle l'a fait en carrière, c'est une certitude. Oui. Elle a déjà remporté séparément les classements par points de ces 3 tours, mais aujourd'hui, ce qui sont considérés comme les 3 grands tours, c'est la Volta, le Giro et le Tour de France sous un format d'une semaine. Elle a jamais remporté la même année les 3 classements par points. On va voir cette saison. C'est capable de le faire. On parlait très rapidement des sprinters. Tu as parlé de Mischa Bredvold. Je pense qu'on va la suivre. La vainqueur de l'Amstel cette année. De plus en plus, elle se montre le bout de son nez. Et aussi à l'SD Works, Femke Gerritse, qui elle, attention, Femke Gerritse, ça va être intéressant, on en a parlé tout à l'heure. On va parler de française pour terminer ce podcast avec quand même Cédric Kerbaol en tête, 4e de ce classement général final, qui valide sa progression, elle qui s'était montrée à l'avant sur Liège-Bastogne-Liège, Cédric Kerbaol en prenant la 4e place déjà à Liège, elle va prendre la 4e place. Donc sur cette Volta. Souvent offensive encore. On l'a vu plusieurs fois à l'attaque. Et bon, le problème c'est que ça va devenir un problème si elle ne se décide d'attaquer que dans les descentes parce que elle va être surveillée avant les descentes. Mais sinon c'est une coureur qui est généreuse dans l'effort, qui va sans arrière-pensée. Ça passe pas. Pas grave, elle recommence le lendemain. Elle valide ses progrès en course par étape. Elle valide son rôle de leader, son rôle de patronne. Parce que quand c'est pas donné à n'importe qui d'avoir une championne olympique qui se met à la planche pour l'emmener dans les meilleures dispositions au pied de l'Alto de Cotobello comme samedi. Puis a priori, elle est très très appréciée dans son équipe. Par son côté jovial, par son côté un peu comme je te disais il y a quelques instants, ça marche pas aujourd'hui, c'est pas grave, on retente demain.
dans son équipe, elle est vue comme quelqu'un de très positif sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, le Tour de France va démarrer de chez elle en Bretagne. Ça va être intéressant à voir. Elle va vouloir se mettre à l'avant et vouloir se montrer. Céline Kerbol, ce qui est intéressant, c'est que elle a aussi eu un nouveau départ, on va dire, ces derniers mois. Changement d'équipe, arrivée à la IF Education Otley, et puis un retour chez elle, un retour aux sources en Bretagne. Elle qui s'était exilée au pied des Pyrénées, vers Bagnères de Bigorre, elle est revenue auprès des siens en Bretagne. Nouveau départ, et on dirait que elle qui va avoir, pareil, dans quelques jours, 24 ans, dans le courant de cette semaine, elle s'est ressourcée mentalement et on va dire mais aussi physiquement avec ce nouveau départ dans une nouvelle équipe qui n'est pas une équipe World Tour, on le rappelle, mais qui a tout d'une équipe World Tour et qui le sera très bientôt. Qui en passe de le devenir. Hein. Oui. Elle n'est pas World Tour tout simplement pour une question de réglementation, qui était que tu pouvais pas rentrer en tant que nouvelle équipe dans le World Tour déjà existant. Il fallait passer par le circuit UCI. Là, c'est la meilleure équipe continentale pro. Largement. Elle devait être 7 ou 8e au classement UCI. Donc, sachant que ce sont les 15 premières qui sont éligibles au World Tour, ça ne devrait pas poser de problème. Après, elle est bien entourée dans son équipe. Elle est bien, elle a l'air bien dans son équipe. Plus peut-être que chez Ceratizit, où il n'y avait pas grand monde pour l'assister. Là, elle est entourée de Kirsten Faulkner, qui a l'habitude des grands tours maintenant, qui est de Nina Berton sur les courses un peu plus vallonnées, et de Magdeleine Vallière, qui est aussi visiblement quelqu'un de très proche là. Chez les Françaises également, on en parlait, FDJ Suez, Juliette Labousse, 5e, Evita Music, 10e. Des filles qui sont à leur place, mais maintenant qui ont une leader à faire gagner, Demi Vollering, et on sent cette émulation à la FDJ Suez qui est vraiment quelque chose qui marche pour l'instant du feu de Dieu, avec Vollering qui la met au fond et Juliette Labousse qui arrive quand même à gratter une 5e place. Evita Music un peu plus en retrait, mais c'est vrai que elle, je dirais qu'on la verra peut-être plus au Tour d'Italie avec Juliette Labousse, où les deux seront les deux grandes leaders de la FDJ Suez. Rappelle-toi, en début de saison, on se posait la question de savoir comment ça allait marcher, 3 leaders de ce calibre dans la même équipe. Là, visiblement, comme tu dis, l'émulation se fait et tu vois qu'elles prennent plaisir à travailler pour Demi Vollering. Tu vois, sur le vélo, tu vois qu'elles peuvent mettre ce petit pourcent en plus dans la douleur pour l'emmener le plus loin possible. Quand tu vois une Evita Music qui va se sacrifier sur l'étape de Lagunas de Neila, qui fait un train exceptionnel et qui explose, qui serre le moteur, ou qui part en échappée samedi, en échappée avec Mavi Garcia pour c'est 2 cas de figure. Soit tu sers de point relais comme elle a servi parce que ça rentre, mais sinon on s'appelle au bout que Mavi Garcia et rappelle-toi le petite pointe de vitesse en haut des bosses, Demi Vollering s'en souvient l'année dernière. Ouais, complètement. Et c'est vrai qu'il y a cette intelligence de la part des deux Françaises pour se mettre au service de la leader. Juste Marion Bunel, elle perd du temps plutôt dans la course, dans la Vuelta, Marion Bunel, mais elle est là en montagne encore une fois. Et voilà, Marion Bunel, son souci, c'est son gabarit. Ouais. En fait, sur la 3e étape, il y a eu quelques bordures et il y a un groupe qui est jamais rentré, qui finit à 4 minutes et dedans, il y a Bunel, qui était mal placé à ce moment-là et elle a pas trop le gabarit pour aller frotter, pour remonter dans les bordures. Donc, c'est ce qui lui coûte un peu, c'est ce qui lui coûte son classement général. Après, elle est toute jeune encore, faut qu'elle apprenne. Elle est à bonne école, parce qu'on a parlé, elle est avec une grande dame et une autre grande dame. On peut dire Pauline Ferrand-Prévot qui était peut-être pas à son meilleur niveau. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a arrêté, parce qu'elle voulait pas montrer qu'elle avait pas le niveau. Et elle voulait pas se cramer pour la suite non plus. Elle a fait un énorme printemps et voilà. C'est ce qui est dommage, c'est que voilà, elle était mal placée, un peu comme Evita Music l'année dernière. C'est ce qui lui coûte la victoire, le podium, un mauvais placement sur les bordures. Pauline Ferrand-Prévot, Julien, qui avait annoncé que mentalement, physiquement, il fallait qu'elle aille se reposer et au final, quand même, elle remporte Paris-Roubaix au cours d'un printemps où elle a quand même bien donné. On a fait le tour des Françaises, Julien, pas d'autres mots, tu voulais pas souligner une autre performance chez les Françaises? Dans l'absolu, non. C'est vraiment les 3 Françaises qu'on a vraiment vues à l'œuvre. Juliette Labousse, Evita Music et Marion Bunel. Et Kerbol, les 4 Françaises. Et c'est Céline Kerbol, effectivement. En effet, allez juste citer très rapidement les autres Françaises au classement général final. Laetitia Rio qui fait 38e, India Granger 45, Maëva Skibans 61, Marie Lenette 79e, Marion Boras 105e et Maureen Tréguet de la Airbnb Hotel Women
109e. Très rapidement, avant de passer aux déceptions, Airbnb Hotel Women avec les difficultés de l'équipe homme. Est-ce que l'équipe femme est en danger? C'est aussi l'équipe de Tissiario. Ça devait être annoncé fin avril, ce qu'il allait advenir de l'équipe. À aujourd'hui, on n'a toujours rien. Alors, du rien, on est habitué avec Pinot, avec B&B Hotel, justement, du rien qui est inquiétant ou du rien qui avance, on ne sait pas. Pour le moment, ça reste au terme des rumeurs, avec un rapprochement avec le Stade de Brest pour une mutualisation des sponsors. C'est les derniers échos qu'on a. Avec Emmanuel Hubert qui a déjà, notamment au niveau des garçons, invité ses coureurs à, pourquoi pas, non pas aller chercher une équipe, mais si une équipe venait proposer en tout cas un projet, ne pas hésiter à aller accepter ces projets-là pour s'assurer un avenir pour la suite. Voilà, pour ne pas avoir notamment le cas de la B&B Hotel où ce qui s'était passé, les coureurs étaient dans l'expectative jusqu'à la fin décembre, jusqu'à Noël pratiquement. Bon voilà. Parenthèse fermée, mais c'est vrai que il y a cet avenir qui aussi peut avoir un impact sur les femmes dans le peloton. D'ailleurs, juste dernier point aussi, c'est Sreeding Kerbol qui avait pris un carton jaune pendant cette Vuelta. Elle en avait pris un déjà pendant Milan-San Remo, deuxième carton jaune pour une mauvaise position sur le vélo, la position des mains et des bras sur le vélo, les points d'appui exactement qui étaient ciblés contre Sreeding Kerbol. Deux cartons jaunes, voilà, il n'y a pas trop de conséquences pour l'instant, c'est deux cartons jaunes dans la même course qui a pour conséquence la disqualification, c'est ça? C'est bien ça, ouais. Il y a un motard, d'ailleurs, un motard de presse qui en a fait la mère expérience, qui a pris deux cartons jaunes sur la Volta, qui a été exclu pour une durée de 7 jours de course, il me semble. Exactement. À compter du jour de la suspension. Voilà. Les déceptions. Donc, les déceptions, pour moi, il y en a 3. Kasian Eviadoma, Ryan Marcus, Paulina Rojakers, avec Kasian Eviadoma qui termine hors du top 10 pour la vainqueur du dernier Tour de France, 11e, derrière Evita Music, Ryan Marcus 13e à quelques secondes derrière Neviadoma et puis loin derrière Paulina Rojakers 29e à plus d'un quart d'heure pour celle qui était sur le podium du dernier Tour de France, Rojakers, et qui était dans cette équipe Phoenix de Koenig pour confirmer finalement Neviadoma, Rojakers, 2 des 3 premières du dernier Tour de France, très loin. Alors Paulina Rojakers devait confirmer, c'est pas que son Tour de France, hein, c'est 3 top 10 sur les 3 grands tours la saison dernière, grande énigme parce qu'elle était encore là. Alors, a priori, elle a aussi été prise dans une chute avant la bordure. Donc, à voir. Après, elle était là sur l'étape de Laguna Zeneila. Elle fait 4e ou 5e de l'étape. Par contre, elle a complètement explosé sur l'étape de samedi. Après, l'honneur, entre guillemets, de la Phoenix de Koenig qui est... Et sauf, entre guillemets, elle rentre dans le top 10 avec Yara Kastelein, qui est pas une surprise sur le course par étape. Elle qui a gagné l'étape sur le Tour de France Femmes et qui était à 2 doigts de remporter le maillot de grimpeur avant la performance de Kasian Eviadoma sur le Tour Malais. Il y a 2 ans maintenant, c'est que Paulina Rojakers, c'est un petit peu inquiétant. Bon, après, voir comment elle était, vraiment, ça on ne sait pas. Kasian Eviadoma, le cas Kasian Eviadoma, à la base, elle venait sur la Vuelta pour travailler pour Nevi Bradbury, qui était prise dans la bordure de la 3e étape, qui a chuté, qui a quand même lourdement chuté samedi. Kasian Eviadoma, qui n'a pas encore la forme qu'elle affichait au mois de juillet dernière. On l'avait dit, elle n'était pas non plus transcendante sur les Ardennaises, donc c'est peut-être la suite logique des Ardennaises, où elle n'était pas super en forme. Elle fait 9e de Liège-Bastogne-Liège. Ouais, mais bon, ce que tu vois, on avait dit qu'elle n'avait pas été aérienne, on l'avait pas reconnue. Et Femke Marcus, qui est encore 5e au général, samedi matin, qui a aussi complètement explosé sur la dernière étape. Manque de forme, peut-être conditions météo qu'elle a eu du mal à supporter. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que celle qui a brillé pour la Lidl Trek, c'est encore une ancienne SD Works, Miriam Fischer-Black, 6e du classement général. Il y a quand même de la ressource pour Régine Marcus, qui devait remplacer chez Lidl Trek Elisa Longo Borghini. Et finalement, peut-être que c'est la petite jeune Niam Fischer-Black qui va reprendre le flambeau. Et on se souvient que l'année dernière, elle s'était mise en évidence sur le Tour d'Italie en remportant une victoire d'étape. Il y a ces déceptions-là. On va voir, en vue du Tour de France, c'est vrai que comment sont-elles à la sortie du printemps, quels sont les réels objectifs. On sait qu'à la Phoenix de Koenig, il y a 3 têtes, il y a Rojakers, Kastelein, mais aussi Puck Peters, qui a prouvé qu'elle était bel et bien maintenant parmi les grandes pendant les Ardennaises. Ça va être elle, normalement, la grande leader sur le Tour de France. À voir ce que ça va donner. Par contre, il y a une déception, vraiment, pour moi, c'est Justine Guéquière, qui a été inexistante. J'ai
hésité à la mettre, mais je me suis dit, est-ce que j'en attends peut-être pas trop? C'était censé être la leader de chez, la co-leader de chez AG Insurance avec Ashley Mollman, qui finit 15e, mais derrière, elle devait normalement accompagner et elle était, moi je l'ai vue une fois à l'attaque, 34e au général final, plus de 20 minutes. totalement inexistante. Ouais, en effet, pour Guéquier, qui était la maillot à pois du dernier Tour de France. Donc, on verra bien maintenant. La vérité du printemps n'est peut-être pas la vérité de l'été. Et c'est vrai que les conditions météo seront tout autres cet été, avec des conditions compliquées lors de cette Vuelta. Parmi les déceptions, on en a donné. Moi, je donnais juste 3 surprises. Monica Trica-Colonel, déjà de la Live Alola Gieco, 7e du général final, 25 ans, bientôt 26, qui avait fait top 10 notamment à Liège et au Trophée Binda en début de saison, 4e de l'UAE Tour déjà au mois de février, donc elle confirme. Deuxième année pro. Hein. Deuxième année pro, en effet, 4 minutes 07 au général final de Demi Vollering. Deuxième surprise, et je vais le donner dans le désordre du classement général, c'est Uzoa Ostolaza, la championne d'Espagne de l'Ala Boral Cucha, une équipe continentale espagnole, 12e du général final, que moi j'avais repéré lors du Tour international des Pyrénées féminin l'année dernière au mois de juin, que j'avais eu la chance de commenter à la télé, et c'est vrai qu'elle s'était déjà mise en avant, Uzoa Ostolaza, qui est devenue championne d'Espagne, qui avait remporté des courses continentales espagnoles, nationales espagnoles avant d'arriver sur ce Tour des Pyrénées. Et petit à petit, elle fait son trou dans le peloton mondial avec cette équipe Laboral Cucha, Foundation Euskadi, qui vraiment prend de plus en plus de place et termine au général final dans la même seconde que Kasia Niewiadoma, c'est pour dire. En plus, alors, qui est tombé dans l'étape de samedi, qui était dans le groupe de tête, qui a attaqué le Alto de Cotobello. Et elle tombe avec Nevi Bradbury d'ailleurs. Personne pour l'attendre, donc elle va lui faire sa chasse toute seule. C'est même surprenant vu la chute qu'elle prend, qu'elle perde pas plus de temps, quoi. Et au départ de la dernière étape, elle est 8e du général. Il y a cette chute donc qui la freine. Au Lagodas de Neila, elle fait 5e au sommet. Énorme performance. C'est vrai qu'elle avait déjà perdu pas mal de temps donc, contre la montre par équipe lors de la première étape. Petite équipe, la Laboral Cucha, donc forcément pas mal de temps de perdu. Ça fait partie des équipes dont tu parlais tout à l'heure, qui travaillent pas le chrono par équipe. Après, c'est que des chronos par équipe dans la saison, il y en a très peu pour les femmes. Exactement. C'est un exercice qui tend à disparaître, même si l'UCI remet ça. On peut pas vraiment, on peut appeler ça un chrono par équipe avec les relais mixtes, mais c'est un exercice qui pourtant, par contre, par rapport au chrono individuel à la télé, qui est peut-être plus télévisuel, un chrono par équipe. Oui, c'est très télévisuel, c'est vrai, mais je trouve qu'aujourd'hui tous les chronos sont trop courts. Et j'aimerais qu'on revienne parfois à une alternance entre des chronos longs, des chronos courts. Les chronos dépassent très rarement aujourd'hui les 30 ou 40 km. Il y a plus de chronos de 50, plus de 50 bornes aujourd'hui. Tu as des bons gros chronos qui durent 50 bornes aujourd'hui, ça durerait 1 heure, mais tu vois, un bon chrono d'1 h 15, 1 h 30 là, qui fasse d'énormes écarts au général pour ensuite mettre des grimpeurs loin, les faire attaquer dans la montagne. Enfin, tu vois, ça manque d'alternance. Ça ouvrirait peut-être un peu plus les courses. Ouais. Bon, voilà, on va pas faire maintenant le débat. Juste, Uzo Ostolaza s'était préparé au Salvador pendant le mois d'avril en faisant des classiques au Salvador et le Tour du Salvador où elle avait terminé 2e pendant que tout le monde était sur les pavés. Et dans les Ardennaises, elle était de l'autre côté du globe pour ensuite revenir sur la Vuelta. La dernière surprise, on va terminer avec ça sur ce podcast. C'est Nienke Vinke qui fait 9e, 20 ans, Nienke Vinke, la néerlandaise de la Picnic Post-TNL. Et s'il y avait eu un maillot blanc de la meilleure jeune à donner, ça aurait été elle qui l'aurait eu. Alors, il n'y a pas de maillot blanc, malheureusement, sur le Tour d'Espagne femme. C'est vrai que ça manque. La meilleure jeune de chaque jour est récompensée sur le podium. On a pu voir Kat Ferguson sur le podium, on a pu voir Marion Bunel sur le podium à cette occasion, mais c'est vrai que ça manque d'une reconnaissance pour la meilleure jeune. C'est la meilleure des moins de 23 ans, Nienke Vinke. Et elle sort pas de n'importe où, parce que bon, tu fais pas top 15 de l'UAE Tour avec le niveau qu'il y avait sur l'UAE Tour, 8e de la Flèche Wallonne, 9e du Général sur la Vuelta cette année. L'année dernière, elle fait aussi quelques performances assez intéressantes, 6e du Tour d'Émilie, top 20 sur le Tour de l'Avenir, des choses comme ça. C'est une coureur qui est de la génération Églantine Rayet, qui commence aussi à percer. Non, à suivre, ce serait une néerlandaise à suivre. Et pourquoi pas accompagner ou suivre l'exemple de Demi Vollering.
On verra. Pour Nienke Vinke, voilà, on en a parlé, la belle surprise de cette Vuelta. Je te remercie beaucoup, Julien, d'avoir été avec moi, encore une fois, pour débriefer ce Tour d'Espagne. Il va y avoir maintenant, alors pas trop de repos pour le peloton féminin, parce que va y avoir 2 courses espagnoles qui vont arriver pendant ce mois de mai. Même 3, il y a une point pro cette semaine aussi, avec la Volta Navarra, qui est sur une journée, mais sinon, dès la fin de semaine, les femmes sont déjà de retour pour le Tour du Pays Basque, sur 3 étapes, puis après sur la Volta à Burgos, dans le même secteur que l'arrivée de la Volta Femenina. Donc, c'est la tendance de regrouper les courses dans les régions géographiques, et pas forcément un tort pour réduire l'empreinte carbone. En effet. Et au mois de juin, on aura notamment la Suisse qui va arriver. Romandie ou Suisse, je sais plus déjà. Non, d'abord Tour de Grande-Bretagne, Suisse, et oui. Après les championnats nationaux. Romandie, non, c'est fin de saison chez les femmes. Exactement, voilà. C'est la Suisse qui est au mois de juin et la Romandie qui est en fin de saison. Et ensuite, le Tour d'Italie qui arrivera après les championnats nationaux au début du mois de juillet. Julien, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Mais de rien, toujours un plaisir. On va dire que ce premier grand tour clôt la première partie de saison. On a eu les classiques, le premier grand tour, il va y avoir les autres courses espagnoles pendant ce mois de mai, mais maintenant on va se tourner progressivement vers l'été avec l'enchaînement Giro, Tour de France pour les femmes, et puis ensuite on verra le championnat du monde. On sait pas trop encore ce que ça va donner, qui va y aller, comment ça va se passer, ça va être encore le flou. Et surtout où ça va se passer. Gros débat. Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin, le site internet Actu Cyclisme Féminin et les réseaux sociaux également. Suivez, abonnez-vous à la page. Un grand merci, Julien. Mais merci de nous accueillir, Guillaume. Avec grand plaisir à chaque fois. Je te le dis, vraiment, Julien, merci beaucoup de te rendre disponible en permanence pour participer au podcast. Vraiment un grand merci, c'est cool. Un grand merci aussi de nous écouter sur Vélo Podcast. Plus de 10 000 auditeurs au mois d'avril. Ça continue, toutes plateformes confondues. La chaîne YouTube Vélo Podcast. On se rapproche petit à petit des 1000 abonnés. Allez-y, permettez-nous d'atteindre cette barre des 1000 abonnés. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Vélo Podcast et les plateformes de streaming également. Apple Podcast, Deezer, Spotify. Référencez-nous 5 étoiles, un petit pouce et allez-y, continuez à nous faire grimper. Julien, à très bientôt. Ciao. Et à très bientôt aussi dans Vélo Podcast pour de nouvelles aventures. On va se retrouver très rapidement pour le Tour d'Italie. Ciao.